Tu penses peut-être que changer le liquide de refroidissement, c'est juste ouvrir, vider, remplir, refermer. Et pourtant, c'est exactement le genre d'opération simple qui peut te fabriquer une surchauffe toute neuve si tu rates un détail. Sur une 208, le piège numéro 1, ce n'est pas le liquide lui-même, c'est l'air. Une poche d'air au mauvais endroit, et tu peux te retrouver avec un chauffage d'habitacle qui souffle froid, une aiguille de température qui fait le yo-yo, un ventilateur qui s'emballe, ou un niveau qui semble correct, jusqu'au lendemain. C'est pour ça que le remplacement du liquide de refroidissement sur Peugeot 208 mérite d'être fait comme une procédure, pas comme un réflexe. Avant de toucher à quoi que ce soit, il faut comprendre ce que tu manipules. Le circuit de refroidissement, c'est un réseau fermé qui fait circuler un mélange eau plus additif, anti-corrosion et anti-gel, à travers le moteur, le radiateur et le radiateur de chauffage dans l'habitacle. Quand tout va bien, la pompe à eau pousse le liquide, le thermostat régule la température et le ventilateur aide quand l'air extérieur ne suffit plus. Quand il y a de l'air, la circulation peut se couper localement, comme si tu avais une bulle qui bloque un coude. Et le plus vicieux, c'est que le capteur de température peut ne pas voir tout de suite le point chaud. Résultat, tu crois que tout était normal, puis d'un coup ça grimpe. Donc, première règle, non négociable, moteur froid. Pas tiède, pas « ça va, j'ai roulé, il y a 2 heures ». Froid. Ouvrir un bocal de liquide de refroidissement à chaud, c'est s'exposer à une projection sous pression. Même si tu desserres doucement, tu jouisses avec de la vapeur et du liquide brûlant. Et deuxième règle, tu prévois de quoi récupérer l'ancien liquide proprement. C'est toxique, ça sent sucré, et ça attire les animaux. Tu le mets dans un bidon fermé et tu l'apportes en déchetterie ou point de collecte. Pas dans un caniveau, pas dans la terre, pas juste un peu. Ensuite, il y a la question qui fait perdre du temps à tout le monde. Je mets quel liquide? Sur les Peugeot, selon l'année et la motorisation, tu peux avoir des spécifications différentes. Le bon réflexe, ce n'est pas de choisir une couleur. La couleur n'est pas une norme universelle. 2 liquides roses peuvent être de technologies différentes, et 2 liquides de technologie identiques peuvent être de couleurs différentes. Ce qui compte, c'est la compatibilité avec la spécification constructeur. Si tu as un doute, tu regardes le manuel, l'étiquette, ou tu demandes la référence par VIN chez Peugeot. Et si tu ne peux pas vérifier, le choix le plus prudent, c'est de rester sur un liquide explicitement compatible, PSA, et surtout d'éviter de mélanger des technologies au hasard. Et l'eau, dans tout ça? Compléter à l'eau du robinet parce que c'est juste un peu, c'est une fausse bonne idée. L'eau du robinet contient des minéraux qui favorisent les dépôts et la corrosion à long terme. Pour un appoint d'urgence, sur le bord de la route, oui, tu peux dépanner. Mais pour un entretien, tu utilises soit un liquide prêt à l'emploi, soit un concentré dilué avec de l'eau déminéralisée. Et attention à un autre mythe, plus c'est concentré, mieux c'est. Non, trop concentré peut dégrader les échanges thermiques et ne protège pas mieux. Il faut respecter la dilution prévue par le fabricant du liquide. Maintenant, la préparation. Tu veux travailler sur une voiture stable, à plat si possible. Tu prévois des gants, des lunettes si tu en as, un bac de récupération assez grand, quelques chiffons, et idéalement un entonnoir. Si tu as accès à une petite pompe ou une seringue, ça peut aider pour ajuster le niveau, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui est utile, en revanche, c'est de pouvoir lever légèrement l'avant si besoin, parce que sur certains circuits, ça aide les bulles à remonter vers le point haut. Pas besoin de transformer ça en chantier. L'objectif, c'est juste de ne pas se battre contre la gravité. Sur une 208, tu as un bocal d'expansion, généralement accessible dans le compartiment moteur. C'est par là que tu remplis. Pour la vidange, selon les versions, tu peux avoir
une vis de purge ou de vidange sur le radiateur, ou tu peux être obligé de déboîter la durite basse du radiateur. Et c'est là que beaucoup se font surprendre. Tu tires une durite, et ça part d'un coup. Donc tu positionnes ton bac avant, tu desserres le collier doucement, tu fais pivoter la durite pour la décoller, et tu la laisses s'écouler en contrôlant le jet. Si tu as une vis de vidange, c'est plus propre, mais elle peut être fragile. Tu ne forces pas comme un bourrin. Si ça résiste, tu reviens, tu nettoies, tu dégrippes légèrement, tu prends le bon outil. Pendant que ça se vide, tu observes. C'est un moment précieux. Tu regardes l'état du liquide. Est-ce qu'il est très rouillé, très trouble, avec des particules? Est-ce qu'il y a une odeur d'huile, une pellicule? Sans tomber dans la paranoïa, ça peut te donner des indices. Tu regardes aussi les durites, craquelures, gonflements, traces blanchâtres de séchage, collier fatigué. Une fuite lente, souvent, laisse une trace sèche, comme une croûte claire, autour d'un raccord. Si tu vois ça, tu le notes, parce que changer le liquide ne réparera pas une durite poreuse, et tu risques de croire que ça a fui après l'intervention, alors que ça fuyait déjà. Vient la question du rinçage. Est-ce qu'il faut rincer à chaque fois? Non. Si le liquide était correct, que tu fais un entretien normal, une vidange et un remplissage propre suffisent généralement. Le rinçage devient intéressant si tu ne sais pas ce qui a été mis avant, si tu suspectes un mélange de liquides incompatibles, si le liquide est très sale, ou si tu as eu un problème de corrosion ou de dépôt. Mais rincer, ça doit se faire intelligemment. Rincer à l'eau du robinet et laisser de l'eau dans le circuit, ce n'est pas idéal. Si tu rinces, tu fais un ou plusieurs cycles avec de l'eau déminéralisée, tu fais circuler, tu revidanges, et tu acceptes qu'il restera toujours un peu de liquide dans le bloc. C'est pour ça que beaucoup préfèrent un liquide prêt à l'emploi quand ils ne veulent pas se tromper sur la concentration finale. Une fois que ça a fini de couler, tu remets en place ce que tu as ouvert. Durite bien enfoncée, collier correctement positionné, vis de vidange refermée sans excès. Et là, on arrive au cœur du sujet, la purge. Sur certaines de 208, tu as un ou plusieurs points de purge, parfois sur une durite en hauteur, parfois près du boîtier de thermostat, parfois un petit bouchon plastique ou une vis. Le principe est toujours le même. Tu dois permettre à l'air de sortir par les points hauts pendant que tu remplis. Sinon, l'air reste piégé. Tu ne cherches pas à mémoriser « la purge est exactement à tel endroit » pour toutes les 208 du monde. Tu cherches à identifier sur la tienne ce qui ressemble à un petit purgeur, un petit embout avec une vis, un capuchon ou une vis plastique sur une durite. Si tu n'es pas sûr, tu prends dans le temps de vérifier sur une documentation fiable ou une vue éclatée. Parce que confondre un purgeur avec autre chose, c'est le meilleur moyen de casser une pièce en plastique ou de créer une fuite. La séquence, elle, ne change pas beaucoup. Tu ouvres le bouchon du bocal, tu ouvres les purgeurs accessibles, et tu remplis lentement. Lentement, c'est important. Si tu verses comme si tu remplissais un seau, tu crées des turbulences et tu emprisonnes des bulles. Tu remplis jusqu'à ce que du liquide sorte par les purgeurs. Au début, ça peut crachoter, faire des bulles, puis ça devient un filet plus régulier. Quand tu as un filet continu sans bulles sur un purgeur, tu peux le refermer. Tu passes au suivant, et tu surveilles le niveau dans le bocal. Tu ne le laisses pas descendre trop bas, sinon tu réaspires de l'air et tu recommences. À ce stade, beaucoup s'arrêteront là. Ils referment, ils partent d'y rouler, et ils se disent « que ça ira ». Sauf que le circuit n'a pas encore vécu sa montée en température. Le thermostat n'a pas forcément ouvert. Le radiateur de chauffage n'a pas forcément été traversé correctement. Et l'air peut se déplacer quand le liquide se dilate. C'est là que la procédure moteur tournant devient essentielle. Tu remets le bouchon du bocal ou tu le poses sans le verrouiller complètement
selon la méthode que tu préfères. Mais l'idée, c'est de ne pas laisser le circuit totalement ouvert pendant que ça chauffe. Ensuite, tu démarres et tu métrolis le chauffage d'habitacle sur chaud avec une ventilation raisonnable. Pourquoi? Parce que tu veux que le liquide circule aussi dans le radiateur de chauffage. Si tu laisses le chauffage sur froid, tu peux garder une poche d'air dans cette partie, et tu t'étonneras ensuite d'avoir du froid dans l'habitacle alors que le moteur est à chaud. Tu laisses le moteur monter en température tranquillement. Tu surveilles de la température au tableau de bord si tu as une indication, et tu observes le comportement. Au début, le niveau dans le bocal peut baisser. C'est normal. Le liquide remplit des volumes qui étaient occupés par de l'air. Tu coupes le moteur si nécessaire pour ajuster le niveau, toujours avec prudence. Tu ne te penches pas au-dessus du bocal, comme si c'était une bouilloire. Tu ajoutes un peu, tu refermes. Et tu attends un signe très concret, le moment où le thermostat s'ouvre et où le radiateur commence à recevoir du liquide chaud. Selon les voitures, tu peux le sentir en touchant prudemment les durites. Mais attention, ça chauffe. L'autre signe, c'est le déclenchement du ventilateur, qui indique que le système arrive à sa plage de régulation. Tu n'as pas besoin de faire hurler le moteur. Tu le laisses au ralenti, tu observes, tu laisses te faire. Si tu as des purgeurs, certains se purgent aussi moteur tournant, mais ça dépend des conceptions. Là, il faut être encore plus prudent. Ouvrir un purgeur sur un circuit chaud peut faire sortir du liquide chaud. Si tu le fais très légèrement, juste pour laisser l'air s'échapper, et tu refermes dès que le filet t'essuie stable. Si tu n'es pas à l'aise, ne joue pas au héros. Mieux vaut faire une purge à froid bien faite, puis un contrôle à froid le lendemain, que de te brûler. C'est ici que le remplacement du liquide de refroidissement sur Peugeot 208 se gagne ou se perd. Tu cherches la stabilité. Un moteur qui chauffe normalement. Un chauffage d'habitacle qui souffle bien chaud quand tu le demandes. Un niveau qui ne fait pas n'importe quoi. Si tu as un chauffage qui reste froid alors que le moteur est chaud, c'est un drapeau rouge typique d'air dans le circuit. Si la température monte puis redescend brutalement, pareil. Si tu entends des gargouillis derrière le tableau de bord, encore pareil. L'air, toujours l'air. Une autre erreur fréquente, c'est de remplir jusqu'en haut pour être tranquille. Le bocal a des repères mini et maxi et un volume d'expansion. Si tu remplis trop, quand le liquide chauffe et se dilate, il va sortir par le trop-plein. Tu verras des traces, tu croiras à une fuite et tu commenceras à resserrer des colliers pour rien. Le bon niveau, c'est celui recommandé, généralement entre mini et maxi à froid, pas à chaud. À chaud, le niveau monte, c'est normal. Une fois que tu as fait ton cycle de chauffe, que le ventilateur a éventuellement déclenché, que le chauffage fonctionne, tu coupes et tu laisses qu'on refroidir complètement. Et là, tu fais le contrôle le plus important, le niveau à froid. Pas 1 heure après. Froid. Le lendemain matin, c'est parfait. Tu ajustes, si nécessaire. Souvent, après une première purge, tu devras rajouter un petit peu. Ce n'est pas un échec, c'est la vie du circuit. Ce qui serait inquiétant, c'est de devoir rajouter beaucoup, ou de voir le niveau chuter régulièrement. Et maintenant, les contrôles qui évitent les mauvaises surprises. Tu inspectes visuellement tous les endroits que tu as touchés, la durite que tu as déboîtée, la vis de vidange, les purgeurs, le bouchon du bocal. Tu cherches des traces humides, des gouttes ou des traces de sèche-catch qui apparaissent. Tu sens aussi, le liquide de refroidissement a une odeur particulière, légèrement sucrée. Si tu la sens après un trajet, capot ouvert, ça peut indiquer une petite fuite qui s'évapore sur une partie chaude. Attention, une odeur légère juste après l'intervention peut venir d'une goutte tombée sur un élément chaud. Mais si ça persiste, tu enquêtes. Ensuite, tu fais un essai routier normal, sans tirer dedans. Tu surveilles la température, tu vérifies que le chauffage reste cohérent, et tu recontrôles le niveau à froid après.
Si tout est dôme stable, c'est bon signe. Si le niveau baisse un peu puis se stabilise, c'est souvent juste la dernière bulle qui a trouvé sa sortie. Si le niveau baisse sans se stabiliser, tu as soit une fuite, soit une purge incomplète, soit un autre problème qui existait déjà. Et si malgré tout tu as une surchauffe, là, il faut rester méthodique. Tu ne continues pas à rouler pour voir. Tu t'arrêtes, tu laisses me refroidir, tu contrôles le niveau. Tu vérifies si le ventilateur se déclenche. Tu vérifies si le chauffage souffle chaud. Un chauffage froid en situation de surchauffe, c'est très souvent un manque de circulation, donc air ou pompe à eau, ou un niveau trop bas. Une durite supérieure brûlante et une durite inférieure froide peut indiquer un thermostat qui ne s'ouvre pas. Mais attention, ce n'est pas un diagnostic définitif sans outil. Et si tu vois de la pression anormale, des durites très dures, très vite, ou des bulles continues dans le bocal, là on sort du simple entretien et il faut envisager un contrôle plus poussé. L'idée n'est pas de te faire peur, c'est de te rappeler qu'un circuit de refroidissement, c'est un système. Le liquide n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a aussi un point qu'on oublie, le bouchon du bocal. Ce bouchon n'est pas un simple couvercle, il gère la pression du circuit. Un bouchon fatigué peut provoquer des pertes, des débordements, ou une mauvaise mise en pression, et donc une température moins bien contrôlée. Si ton bouchon est vieux, si le joint est abîmé, si tu vois des traces de fuite autour, ça peut valoir le coup de le remplacer. Ce n'est pas cher comparé aux ennuis que ça peut éviter, mais encore une fois, pas besoin de remplacer des pièces au hasard. Tu observes, tu juges. Au fond, ce qui rend cette opération plus délicate qu'elle n'en a l'air, c'est qu'elle te demande de respecter le temps du moteur. Le temps de se vider, le temps de se remplir, le temps de chasser l'air, le temps de chauffer, puis le temps de refroidir. Si tu veux aller trop vite, tu te retrouves avec un circuit qui a l'air plein mais qui ne circule pas correctement. Et c'est exactement comme ça qu'on crée des problèmes après un entretien. Si tu fais les choses proprement, tu obtiens 3 preuves simples que tout va bien. La température reste stable, en usage normal. Le chauffage d'habitacle fonctionne de façon régulière. Et le niveau à froid, le lendemain, est cohérent et ne bouge plus. C'est ça, la validation réelle du remplacement du liquide de refroidissement sur Peugeot 208. Pas le fait d'avoir rempli jusqu'au trait, juste avant de fermer le capot. Et si tu veux une dernière règle mentale, très simple, tout ce qui est brutal est suspect. Verser brutalement, ouvrir brutalement, serrer brutalement, chauffer brutalement. Le refroidissement, c'est de la circulation et de la pression maîtrisée. Quand tu travailles calmement, tu laisses le système te montrer ce qu'il fait. Les bulles qui sortent, le niveau qui se stabilise, le chauffage qui devient chaud, le ventilateur qui se déclenche. Et à la fin, tu n'as pas seulement changé un liquide, tu as remis un circuit en ordre, sans te brûler, sans mélanger n'importe quoi, et sans te fabriquer une surchauffe mystère pour la semaine suivante.